Mon mari a dit qu'il se rendait à Toronto pour une mission professionnelle de 2 ans. Je lui ai dit au revoir en larmes. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai transféré l'intégralité des 650 000 $ de notre compte joint. Le lendemain, je me suis rendu au palais de justice et j'ai demandé le divorce. Le terminal de l'aéroport international O'Hare grouillait de monde. Je tenais fermement la main de Marc, les larmes coulant de façon incontrôlable sur mon visage. « Marc, dois-tu vraiment partir pendant 2 années entières ?» ai-je demandé, la voix étranglée par l'émotion. Marc a doucement essuyé mes larmes, sa propre voix empreinte de réticence. « Anna, tu sais à quel point ce projet est important pour ma carrière. 2 ans passeront vite. Je t'appellerai en vidéo tout le temps. Mais tu vas me manquer », j'ai enfoui ma tête contre sa poitrine. Il m'a tapoté doucement le dos. « Petite sotte. Tu me manqueras aussi. Mais c'est une opportunité énorme pour notre avenir. Quand je reviendrai, nous aurons assez d'argent pour enfin verser un acompte pour une maison dans un bon quartier. » L'annonce de l'embarquement a résonné dans le hall. Marc a déposé un long baiser sur mon front. « Attends-moi. » Je suis resté pétrifié, regardant son dos disparaître derrière le point de contrôle de sécurité jusqu'à ce que ma vision se trouble à cause des larmes. Autour de moi, les voyageurs se pressaient, personne ne remarquant la femme en pleurs dans un coin. J'ai essuyé mes yeux avec un mouchoir, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait demi-tour pour quitter l'aéroport. À l'arrière de l'Uber, je me suis appuyé contre la vitre, regardant défiler les rues familières de Chicago. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous accompagnez quelqu'un ?» J'ai hoché la tête, sans dire un mot. Vous voir si bouleversé. Ce doit être un petit ami ou un mari ? Mon mari, ai-je répondu doucement. Le chauffeur a soupiré. C'est dur pour les jeunes couples de nos jours, de devoir vivre séparés pour le travail. Mais ne vous inquiétez pas, un homme bien revient toujours. J'ai esquissé un léger sourire mais n'ai pas répondu. La voiture est bientôt arrivée à notre immeuble de condo à Lincoln Park. J'ai payé la course et je suis entré dans le foyer que Marc et moi partagions. L'appartement vide résonnait de mes pas. Je me suis tenu dans l'entrée en regardant la paire de pantoufles qu'il avait laissées près de la porte, et un rire amer m'a échappé. J'ai retiré mes talons, j'ai marché pieds nus jusqu'au salon et je me suis affalé sur le canapé. Sortant mon téléphone de mon sac, j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde de notre compte joint s'affichait clairement, 650 482 $ et 17 cents. C'était l'intégralité des économies de notre vie après 5 ans de mariage. Mon salaire était déposé directement sur ce compte chaque mois. Marc disait que c'était mieux pour la gestion financière. Je n'avais jamais posé de questions car je lui faisais confiance. J'avais confiance en notre mariage jusqu'à il y a 3 jours. Cet après-midi-là, j'ai quitté le travail plus tôt pour faire une surprise à Marc. En approchant de notre immeuble, je l'ai vu sortir d'un café plus bas dans la rue avec une autre femme. Elle tenait son bras et il riait intimement. Je me suis figé. Marc ne m'a pas vu. Il a accompagné la femme jusqu'au trottoir et lui a hélé un taxi. Avant qu'elle ne monte, Marc s'est penché et l'a embrassée sur la joue. Je me suis caché derrière un grand chêne, mon cœur ayant l'impression d'être serré dans un étau, la douleur m'empêchant presque de respirer. Après le départ du taxi, Marc s'est retourné et est retourné vers notre immeuble. Je ne l'ai pas affronté. À la place, j'ai fait un long détour pour rentrer chez moi. Ce soir-là, Marc est rentré en agissant tout à fait normalement. « Anna, désolé, j'ai eu une réunion tardive au bureau. Tu as mangé ?» Il s'est approché et m'a embrassé machinalement sur la joue. J'ai dû lutter contre l'envie de reculer. « J'ai déjà mangé », ai-je dit avec un sourire. « Tu es la meilleure, chérie. » Il a souri et est allé à la cuisine pour faire chauffer son dîner. J'étais assise dans le salon à regarder son dos alors qu'il s'affairait, et soudain, il m'a semblé être un parfait étranger. Après le dîner, Marc a abordé le sujet comme si c'était une réflexion après coup. « Oh, au fait, Anna, l'entreprise a un gros projet à Toronto. Ils veulent que je le dirige. Il se peut que je doive rester là-bas pendant 2 ans. » Ma main a tremblé, renversant presque mon verre d'eau. Oui, c'est un projet à long terme, mais c'est l'opportunité d'une vie. Mon patron a dit, si je réussis ça, j'ai la garantie d'une promotion au poste de vice-président à mon retour au point. Ses yeux brillaient d'excitation.
Et moi alors, ai-je demandé d'une petite voix. Marc s'est approché et a passé ses bras autour de mes épaules. Tu n'as qu'à continuer à travailler ici. Je t'enverrai de l'argent pour les dépenses courantes chaque mois. 2 ans seront passés avant que tu ne t'en rendes compte. Quand je reviendrai, nous serons à l'abri pour le reste de nos jours. Je me suis appuyé contre son épaule et j'ai fermé les yeux, des larmes traçant silencieusement leur chemin sur mes joues. À ce moment-là, j'ai tout compris. Il n'allait pas à Toronto pour un projet. Il y allait pour être avec cette femme. La mission professionnelle n'était rien d'autre qu'un mensonge élaboré. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé personnel. J'avais besoin de connaître la vérité. J'ai engagé un détective privé recommandé par un ami d'université. Le détective, il s'appelait Kevin Vance, était un homme dans la fin de la trentaine qui semblait professionnel et fiable. Alors, Madame Miller, sur quoi puis-je enquêter pour vous aider, a demandé Kevin, assis en face de moi dans un café calme. Je lui ai tout raconté, y compris la scène dont j'avais été témoin. Kevin a hoché la tête. Je comprends. Dans des situations comme celle-ci, s'il y a infidélité, il y a généralement des traces. Donnez-moi une semaine. Je vous remettrai un rapport complet. Merci. Je me suis levé pour partir. Madame Miller m'a rappelé Kevin. Parfois, la vérité peut être cruelle. Êtes-vous prête pour ce que vous pourriez découvrir? Je lui ai adressé un sourire amer. Peu importe la cruauté, j'ai besoin de savoir. Pendant les jours suivants, j'ai vécu dans le mensonge. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je préparais le dîner pour Marc, et nous discutions de notre journée. En surface, nous étions le même couple aimant, mais je savais que mon cœur était mort. Marc était occupé à préparer son voyage, réserver les vols, faire ses valises, organiser son visa. Il était complètement absorbé par l'excitation de sa nouvelle vie, totalement inconscient de mon changement de comportement. Une semaine plus tard, Kevin m'a retrouvé dans le même café. Il m'a tendu une grande enveloppe Kraft. Madame Miller, voici le rapport. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de photos et de documents. Chaque image était un coup de poignard dans mon cœur. Marc et la femme se tenant la main en faisant du shopping sur Michigan Avenue. Marc et la femme s'enregistrant au Thompson Hotel. Marc et la femme dînant intimement dans un restaurant haut de gamme. Mes mains tremblaient. La voix de Kevin semblait venir de loin. Son nom est Claire Sutton. Elle est la nouvelle directrice du marketing dans l'entreprise de votre mari. Ils ont commencé à se voir il y a 3 mois. Selon mon enquête, votre mari va effectivement à Toronto, mais pas pour un voyage d'affaires. Lui et mademoiselle Sutton immigrent. Il y a déjà acheté un condo, et la compte a été versée avec l'argent de votre conjoint. Le monde a tourné autour de moi. Est-ce que ça va? Puis-je vous apporter de l'eau? A demandé Kevin avec inquiétude. J'ai fait un geste de la main, m'efforçant de me calmer et de continuer à lire. Le dossier comprenait des captures d'écran de leur SMS. Claire, encore un tout petit peu de temps. Une fois que j'aurai réglé le cas de Hannah, nous pourrons enfin être ensemble au grand jour. Marc, je t'attends, ma chérie. D'ailleurs, tu as déjà déplacé la majeure partie de l'argent du conjoint. Ce n'est qu'une femme. Que peut-elle faire? Claire, c'est vrai. Tout son salaire a été versé sur ce compte pendant des années. Je l'ai investi. Elle a très peu d'économies personnelles. Elle ne pourra pas faire grand-chose après le divorce. Marc, alors quand vas-tu lui annoncer? Claire, pas besoin. J'irai d'abord à Toronto. Après 6 mois, je lui dirai que j'ai rencontré quelqu'un d'autre là-bas et que je veux divorcer. De cette façon, elle ne fera pas d'esclandre. Puisque c'est moi qui en suis à l'origine, elle aura l'air mesquine si elle se bat. Marc, tu as pensé à tout. Alors, quand commençons-nous à décorer notre chez nous à Toronto? Claire, dès que j'y serai. Ne t'inquiète pas. Nous allons avoir une vie merveilleuse. J'ai fermé le dossier, clos mes yeux, et pris une longue et profonde inspiration. 5 ans de mariage. Tout n'était qu'une escroquerie méticuleusement planifiée. Madame Miller, que comptez-vous faire? A demandé Kevin en me tendant un verre d'eau. J'ai ouvert les yeux, mon regard désormais ferme.
Je vais transférer chaque centime hors de ce compte joint. Est-ce légal? C'est un compte joint. J'ai le droit d'accéder au fonds, ai-je dit avec un rire froid. De plus, la majeure partie de cet argent provient de mon salaire. Il pense que je suis une idiote qui va rester assise ici à attendre qu'il revienne me plaquer. Il rêve. Kevin a hoché la tête. Je comprends. Si vous avez besoin d'une assistance juridique, je peux vous recommander une excellente avocate. En quittant le café, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à la banque. Le caissier a semblé surpris par le montant que je voulais transférer. Madame, c'est une somme substantielle. Êtes-vous sûr de vouloir transférer l'intégralité du solde? J'en suis sûr. Vers mon compte personnel. D'accord. Veuillez saisir votre code PIN. J'ai tapé les chiffres et j'ai regardé l'écran clignoter, transfert réussi. Une vague de soulagement m'a envahi. 650 000 $. Le tout sur mon compte personnel. C'était ce que je méritais. C'était ma sueur, mon sang et mes larmes des 5 dernières années. Quand je suis rentré à la maison, Marc n'était pas encore revenu. Je me suis assise sur le canapé et j'ai commencé à reconstituer les 5 dernières années. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Je venais d'être diplômée de l'université et je travaillais comme rédactrice dans une petite agence. Marc avait 3 ans de plus, il était déjà chef de projet dans une multinationale. Il était mûr, stable et charmant. Il m'a courtisé sans relâche, fleurs, cadeaux, venant me chercher au travail tous les jours. Il disait qu'il avait craqué pour moi dès qu'il m'avait vu, que j'étais la fille la plus authentique et la plus gentille qu'il ait jamais rencontrée. J'ai été séduite par ses paroles douces et j'ai rapidement accepté d'être sa petite amie. 1 an plus tard, nous étions mariés. Le mariage n'était pas extravagant, mais il était chaleureux et charmant. Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Notre vie de mariés semblait heureuse. Marc était bon envers moi. Il dînait avec moi chaque soir et nous sortions les week-ends. Je pensais que c'était ainsi que le mariage devait être. Mais avec le recul, tant de détails clochaient. Marc insistait toujours pour que je dépose mon salaire sur notre compte joint pour la planification financière. Mais je n'ai jamais vu un seul relevé pendant toutes ces années. Je n'ai jamais su où allait l'argent. Il rentrait souvent tard en prétendant travailler, mais quand je l'appelais, j'entendais des bruits de fond sonores comme un bar ou un restaurant. Il était indifférent à ma famille, trouvant toujours des excuses pour ne pas rendre visite à mes parents pendant les fêtes. Il était occupé par le travail, disait-il, et pourtant il avait toujours du temps pour ses propres amis. Je me disais qu'il était juste stressé par le travail. Je me disais qu'il était juste introverti. J'ai inventé 1000 excuses pour me convaincre que mon mariage était heureux. En y repensant maintenant, j'étais une farce monumentale. À 20h, Marc est rentré. Anna, je suis là. Il m'a embrassé sur la joue comme d'habitude. J'ai réprimé mon dégoût et j'ai souri. Tu es rentré. Tu as mangé? Oui, un dîner d'équipe au bureau, a-t-il dit en enlevant sa veste. Au fait, je pars après-demain. Je dois juste boucler quelques dossiers au travail. Sitôt, ai-je feint la surprise. Oui, le projet a un calendrier serré. Il s'est assis sur le canapé. Anna, pendant que je serai absent ces 2 prochaines années, tu dois bien prendre soin de toi. Ne dépense pas d'argent de façon inconsidérée. Économise là où tu peux. J'ai failli éclater de rire. Il s'apprêtait à prendre tout notre argent et à s'enfuir, et il avait le culot de me dire de ne pas dépenser sans compter. Je le ferai, ai-je dit en baissant les yeux. Marc, prends soin de toi à Toronto aussi. Bien sûr, je le ferai. Il a pris ma main. Quand je reviendrai, nous achèterons cette grande maison que nous avons toujours voulu, et ensuite nous aurons un bébé. Un bébé? Son bébé avec Claire? Je me suis contenté de sourire et de ne rien dire. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit que d'habitude, mais je me suis retourné sans cesse, incapable de trouver le sommeil. L'homme allongé à côté de moi s'apprêtait à emporter les économies de notre vie pour s'enfuir avec une autre femme, et je devais encore jouer mon rôle dans cette mascarade. Le lendemain, je suis allé au travail comme d'habitude. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé l'avocate que Kevin avait recommandée. Bonjour. Je vous appelle de la part de Kevin Vance.
J'ai besoin de vous consulter pour un divorce. Bien sûr, parlez-moi de votre situation. La voix de l'avocate était professionnelle et rassurante. Je lui ai tout raconté. Après avoir écouté, l'avocate, Madame Davis, a déclaré, d'après ce que vous avez décrit, votre mari a commis un adultère et tente de détourner des biens matrimoniaux. Votre action de déplacer l'argent du compte joint vers votre compte personnel est juridiquement fondée puisqu'il s'agit d'un bien matrimonial et que vous avez le droit d'en disposer. Alors, si je demande le divorce maintenant, à quoi dois-je m'attendre, ai-je demandé. Tout d'abord, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour préjudice moral car il est la partie fautive. Deuxièmement, concernant le partage des biens, si vous pouvez prouver que la majorité des fonds du compte joint provenaient de votre salaire. Vous pouvez plaider pour une part plus importante. De plus, si votre mari a utilisé des fonds matrimoniaux pour acheter une propriété à l'étranger, cette propriété est également soumise au partage. Son analyse m'a donné une voie claire à suivre. Quels documents dois-je préparer? Votre certificat de mariage, vos numéros de sécurité sociale, les preuves de son infidélité, une liste des avoirs, des relevés bancaires, etc. Vous pouvez commencer à les rassembler et nous pourrons fixer un rendez-vous pour en discuter en détail. Après avoir raccroché, j'ai commencé à préparer les documents. Le certificat de mariage et nos cartes de sécurité sociale étaient dans un tiroir à la maison. Kevin m'avait déjà remis un dossier complet de preuves de l'infidélité. Je pouvais imprimer les relevés bancaires en ligne. Tout était prêt. En rentrant du travail, ma mère a appelé. Anna, j'ai entendu dire que Marc partait à Toronto pour le travail. Oui, maman. L'entreprise l'envoie là-bas, ai-je dit calmement. Et toi alors? Tu vas t'en sortir seule à la maison, a demandé ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Ça ira, maman. Je suis une femme adulte. Je peux prendre soin de moi. Mais 2 ans, c'est long. Peut-être devrais-tu partir avec lui. Maman, mon travail est ici. Je ne peux pas démissionner comme ça. Et puis, il y va pour le travail, pas pour s'y installer définitivement. Ça n'a pas de sens que j'y aille. Ma mère a soupiré. Je suppose que tu as raison. Eh bien, prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, maman. Après avoir raccroché, j'ai souri amèrement. Je n'imaginais pas à quel point ma mère serait navrée si elle savait que j'étais sur le point de divorcer, mais je n'avais aucun regret. Il valait mieux mettre fin à un mariage sans amour que d'y souffrir. Quand je suis rentré, Marc faisait ses valises. Une grande valise était remplie de vêtements et d'articles de toilette. Anna, viens voir si je n'ai rien oublié, a-t-il demandé en se tournant vers moi. Je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. On dirait que tu as tout. Super. Il a fermé la valise. D'accord, j'ai forcé un sourire. Nous sommes allés dans un restaurant chic du centre-ville. C'était là que nous avions eu notre premier rendez-vous et là où nous fêtions toujours notre anniversaire. Marc a commandé du vin rouge, du steak et mon tiramisu préféré. Anna, ça va être dur pour toi pendant ces 2 ans, a-t-il dit en levant son verre. J'ai levé mon verre et je l'ai entrechoqué contre le sien. Je t'attendrai. Le vin était doux amer, tout comme notre mariage. Doux en surface, mais amer en dessous. Oh, après mon départ, si tu as besoin d'argent pour quoi que ce soit, serre-toi sur le compte joint, a dit Marc. J'y ai laissé de quoi faire pour toi. J'ai failli éclater de rire. Il ne restait presque plus rien sur ce compte et il me disait qu'il m'avait laissé de quoi faire. D'accord, je le ferai, ai-je dit, me concentrant sur la découpe de mon steak. Anna, Marc a soudainement saisi ma main. Je sais que tu vas te sentir seule ces 2 prochaines années, mais tu dois m'attendre. Nous avons une relation si forte. Nous pouvons surmonter ça. J'ai regardé dans ses yeux, qui étaient remplis de sincérité. Si je n'avais pas vu les preuves, je l'aurais réellement cru. Je t'attendrai, ai-je dit. Nous sommes rentrés tard ce soir-là. Marc avait beaucoup bu et a passé tout le trajet de retour à parler de ses projets d'avenir. Il disait qu'à son retour, nous passerions à une maison plus grande. Il disait qu'à son retour, nous irions aux Maldives pour une seconde lune de miel. Il disait qu'à son retour, nous aurions un bébé. En écoutant ces paroles, je ne ressentais que de l'ironie. Il réaliserait probablement toutes ses promesses avec Claire.
Je n'étais qu'un tremplin dans sa vie. Le matin où j'ai accompagné Marc à l'aéroport, je me suis maquillé plus que d'habitude, surtout avec de l'ombre à paupières foncées, pour que mes pleurs paraissent plus convaincants. Marc tirait sa valise tandis que je lui tenais le bras. Nous ressemblions à n'importe quel autre couple aimant, jouant une scène de séparation douloureuse. « Anna, ne pleure pas, 2 ans seront passés avant que tu ne t'en rendes compte, a dit Marc en essuyant mes larmes. Je sais. C'est juste que je ne supporte pas de te voir partir, ai-je sangloté. Petite sotte. Il m'a serré dans ses bras. Tu dois prendre soin de toi. Je t'appellerai tout le temps. MHM. J. Et enfouis ma tête contre sa poitrine, mes larmes trempant sa chemise. C'était l'heure de l'embarquement. Marc m'a donné un dernier baiser. Je t'attendrai, ai-je dit avec un sourire. Je suis resté là, à le regarder franchir la porte de sécurité, sa silhouette devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître complètement. Il y avait tant de gens qui se disaient au revoir, certains pleurant, d'autres riant. Personne ne savait ce que la femme à l'air le plus brisé parmi eux pensait réellement. J'ai essuyé mes larmes et je me suis détourné de la porte. Dans le taxi, j'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il était 10 heures du matin. Le palais de justice était ouvert, mais je n'étais pas pressé. J'ai demandé au chauffeur de me ramener chez moi. De retour à la maison, j'ai pris une longue douche, enlevant tout mon maquillage. J'ai mis une robe bleu marine propre et simple qui paraissait digne et convenable. Je me suis assise à ma coiffeuse, regardant mon reflet dans le miroir. La fille naïve d'il y a 5 ans avait disparu, remplacée par une femme au regard déterminé. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Kevin. Surveille les mouvements de Marc après son atterrissage à Toronto. Une réponse est arrivée rapidement, compris. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à l'avocate, Madame Davis, je serai à votre bureau à 14 heures aujourd'hui. Elle a répondu, c'est entendu. À tout à l'heure. Tout étant organisé, j'ai pris mon sac à main. À l'intérieur se trouvaient tous les documents nécessaires, notre certificat de mariage, ma pièce d'identité, mes cartes bancaires et le rapport d'enquête de Kevin. À 11 heures précises, j'ai quitté la maison. Le palais de justice n'était pas loin, environ 20 minutes à pied. J'ai décidé de marcher, une dernière promenade pour marquer la fin de ce chapitre de ma vie. Les rues étaient animées, tout le monde était pris par sa propre vie. Personne ne remarquait une femme marchant vers le palais de justice pour mettre fin à son mariage de 5 ans. Le hall du palais de justice était relativement calme. Je suis allé au bureau d'information. Excusez-moi. Je voudrais demander le divorce. L'employé a levé les yeux vers moi. S'agit-il d'un divorce par consentement mutuel ou pour faute? Contesté. Dans ce cas, vous devrez d'abord déposer une requête auprès du tribunal. Une fois que vous aurez un jugement, vous pourrez finaliser les documents ici, a-t-elle expliqué. J'ai marqué une pause. Je pensais pouvoir le déposer directement ici. De quels éléments ai-je besoin pour déposer la requête auprès du tribunal? L'employé m'a tendu une liste de contrôle. Suivez simplement les exigences de cette liste. J'ai pris la liste et j'y ai jeté un coup d'œil. J'avais tout ce qu'il fallait. Merci. Je me suis retourné et j'ai quitté le bâtiment. Il semblait que j'avais trop simplifié les choses. Le divorce n'était pas seulement une question de dire qu'on en voulait un, c'était un processus juridique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Madame Davis, je viens de me rendre au palais de justice. Ils disent que je dois d'abord déposer une requête. C'est exact. Puisque votre mari est maintenant hors du pays, vous ne pouvez pas demander un divorce par consentement mutuel. Cela doit passer par une procédure contentieuse, a dit Madame Davis. Venez à mon bureau cet après-midi et nous passerons en revue la stratégie. D'accord. Après avoir raccroché, je me suis tenu devant le palais de justice à regarder les gens aller et venir. Certains rayonnaient, venant chercher une licence de mariage. D'autres avaient l'air misérables, venant finaliser un divorce. Le mariage est comme une forteresse, ai-je pensé. Ceux qui sont dehors veulent y entrer, et ceux qui sont dedans veulent en sortir. À 14 heures, j'étais dans le bureau de Madame Davis. C'était une femme d'une 40aine d'années, vive et compétente. Elle m'a proposé un siège et une bouteille d'eau. Madame Miller, j'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés.
Votre cas est un peu complexe, a déclaré Madame Davis. D'abord, votre mari est maintenant à l'étranger, ce qui rendra la signification des papiers plus compliquée. Deuxièmement, concernant le partage des biens, nous devons enquêter sur la propriété qu'il a achetée outre-mer. Je comprends, ai-je hoché la tête. Combien de temps cela va-t-il probablement prendre? Si tout se passe bien, environ 6 mois. S'il n'est pas coopératif, cela pourrait prendre plus de temps. Je peux attendre 6 mois. Commençons la procédure maintenant, ai-je dit. Très bien. Madame Davis a sorti un document. Ceci est un projet de la requête. Veuillez l'examiner et voir si vous souhaitez y apporter des modifications. Je l'ai lu attentivement. La requête détaillait les fautes de Mark, y compris son infidélité et le transfert de biens matrimoniaux. C'est parfait. J'ai signé de mon nom. Alors nous déposerons cela au tribunal demain, a déclaré Miss Davis. De plus, la question du transfert des fonds du compte joint, il est préférable de garder cela confidentiel pour l'instant. S'il l'apprend, il pourrait essayer de prendre des mesures préventives. Je comprends, ai-je dit. Personne n'est au courant à part vous. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. La route vers le divorce était longue, mais j'avais fait le premier pas. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à emballer les affaires de Mark, ses vêtements, ses livres, ses photos. Chaque objet faisait autrefois partie de ma réalité, mais maintenant, il ne m'inspirait que du dégoût. J'ai tout mis dans des cartons, avec l'intention de les envoyer à ses parents. Qu'ils voient quel genre de fils ils ont élevé. Pendant que j'emballais, mon téléphone a sonné. C'était Mark. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Anna, j'ai atterri à Toronto. Elle. La voix de Mark semblait excitée. Oh, le vol s'est bien passé? J'ai essayé de garder une voix normale. C'était super. Il fait beau ici, mais le décalage horaire est difficile, a-t-il dit. Comment s'est passée ta journée? Tu as beaucoup pleuré? Ça va, ai-je dit. Tu devrais te reposer, Anna. Je t'aime. J'ai marqué une pause de quelques secondes, puis j'ai dit, moi aussi. Après avoir raccroché, j'ai fixé le journal d'appel sur mon téléphone et j'ai ri. Il disait qu'il m'aimait, mais il n'aimait qu'une femme naïve et crédule qui lui remettrait joyeusement son argent. Il n'a jamais aimé la vraie moi. Les jours suivants, je suis allé au travail comme d'habitude et j'ai continué à vider ses affaires le soir. J'ai emballé tout ce qui appartenait à Mark et j'ai organisé l'expédition. J'ai aussi réorganisé les meubles et enlevé toutes nos photos ensemble. L'appartement s'est lentement transformé en un espace qui n'appartenait qu'à moi. Sans sa présence, j'ai ressenti un sentiment de liberté. 5 jours plus tard, Miss Davis a appelé. Mademoiselle Miller, la requête a été déposée et acceptée par le tribunal. C'était rapide, ai-je dit, surprise. Oui, votre documentation était très complète, donc le processus s'est déroulé sans heurts, a-t-elle déclaré. Ensuite, le tribunal délivrera une assignation pour votre mari. Il devra répondre dans un délai spécifié. S'il ne répond pas, le tribunal pourra rendre un jugement par défaut. D'accord, je comprends. Après avoir raccroché, j'ai laissé échapper un long soupir. Tout se déroulait comme prévu. Ce soir-là, Mark m'a appelé en vidéo. À l'écran, il était dans une pièce inconnue avec des baies vitrées montrant la silhouette de la ville la nuit. Anna, regarde. C'est mon appartement à Toronto, a-t-il dit, en faisant pivoter le téléphone. Sympa, non? J'ai regardé l'appartement élégant et j'ai ricané intérieurement. Ce devait être le condo qu'il avait acheté avec notre argent. C'est très beau, ai-je dit. Tu vis seul là-bas? Ouais. Un 2 pièces que l'entreprise a organisé pour moi, a-t-il dit avec un sourire. C'est un peu vide, par contre. Ce serait parfait si tu étais ici avec moi. J'ai failli rire. Il vivait probablement là avec Claire et jouait encore la comédie. Quand tu reviendras, nous serons à nouveau ensemble, ai-je dit. Ouais, tu vas me manquer. Une fois l'appel terminé, je me suis assise sur le canapé, hébétée. Les talents d'acteur de cet homme étaient incroyables. Si je n'avais pas vu les preuves de mes propres yeux, j'aurais pu être dupé pour le reste de ma vie. Une semaine plus tard, Kevin m'a envoyé un nouveau rapport.
Il contenait des photos de Mark et Claire à Toronto. Ils faisaient les courses ensemble, cuisinaient ensemble, se promenaient ensemble. Ils ressemblaient à un couple de jeunes mariés. Il y avait aussi une photo d'eux dans une agence immobilière. La note de Kevin disait, « Il cherchait une maison à Vancouver, prévoyant de contracter une hypothèque au nom de l'entreprise de votre mari. » J'ai enregistré toutes les photos comme nouvelle preuve. Quand Miss Davis les a vues, elle a dit, « Avec ça, nous pouvons déposer une requête pour geler ses avoirs afin de l'empêcher de transférer d'autres biens. » « Faites-le, s'il vous plaît, ai-je dit. »« Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Miller, » a déclaré Miss Davis. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous obtenir le meilleur résultat possible. Les hommes comme votre mari doivent payer pour leurs actes. » J'ai hoché la tête. Oui, ils devaient payer. 2 semaines plus tard, Mark a reçu l'assignation du tribunal. Ce soir-là, il m'a appelé, la voix remplie de rage. « Anna, tu es folle? Pourquoi as-tu demandé le divorce? » « Parce que je sais pour toi et Claire, ai-je dit calmement. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Quoi? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. La voix de Mark était maintenant teintée de panique. Arrête de faire semblant, Mark, ai-je ricané. Anna, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Plus d'explications, les jeux coupés. J'ai déposé les papiers. On se voit au tribunal. Comment oses-tu? Tu as transféré l'argent du compte joint, n'est-ce pas? C'est un bien matrimonial. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Mark a enfin laissé tomber le masque. La majeure partie de cet argent était mon salaire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je le prenne, ai-je rétorqué. Et toi? Utiliser des biens matrimoniaux pour acheter une maison dans un autre pays, n'est-ce pas dissimuler des avoirs? Mark est resté silencieux. Anna, tu le regretteras, a-t-il dit d'un ton menaçant. Qu'est-ce que tu penses obtenir de ce divorce? Tu n'auras rien. On verra bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. Après l'appel, mes mains tremblaient. Même si j'étais préparé à cela, la confrontation réelle était quand même douloureuse. Dans les jours qui ont suivi, Mark m'a constamment appelé et envoyé des messages, tantôt implorant mon pardon, tantôt me menaçant. J'ai tout ignoré. J'ai concentré toute mon énergie sur mon travail et le procès. Miss Davis était incroyablement professionnelle. Elle m'a aidé à préparer toutes les preuves de la liaison de Mark, preuves de son transfert d'actifs, et mes relevés de salaire des 5 dernières années. Mademoiselle Miller, vous avez un dossier très solide, m'a assuré Miss Davis. Votre mari est clairement en tort et a illégalement transféré des biens matrimoniaux. Le tribunal statuera presque certainement en votre faveur. Merci, Miss Davis. Je vous en prie. C'est mon travail, a-t-elle dit. Restez forte. Ce sera bientôt fini. J'ai hoché la tête. Oui, je devais être forte. Je n'étais plus la fille naïve d'il y a 5 ans. 1 mois plus tard, l'audience au tribunal a eu lieu. Mark n'est pas revenu au pays, il était représenté par un avocat. L'audience s'est bien déroulée. Miss Davis a présenté toutes les preuves au tribunal. L'avocat de Mark a tenté de soutenir que les photos étaient truquées et que l'achat de la propriété était un investissement, mais face à des preuves solides, ses arguments étaient faibles. Le juge a levé la séance et a annoncé qu'un verdict serait rendu à une date ultérieure. En sortant de la salle d'audience, Miss Davis m'a tapoté l'épaule. Vous avez été formidable, mademoiselle Miller. Maintenant, nous attendons juste les bonnes nouvelles. J'ai souri. Merci, Miss Davis. Le jour où le verdict est tombé était une belle journée ensoleillée. Miss Davis m'a appelé. Mademoiselle Miller, le jugement est rendu. Le tribunal a tranché en notre faveur. Le divorce est prononcé. En termes d'actifs, on vous attribue la totalité du solde du compte joint plus la moitié de la valeur de la propriété que votre ex-mari a achetée à l'étranger. De plus, il est condamné à vous verser 75 000 $ de dommages et intérêts pour préjudice moral. En écoutant la nouvelle, j'ai commencé à pleurer non pas de joie, mais de soulagement. J'étais enfin libre. Merci, Miss Davis. Merci infiniment, ai-je dit à travers mes larmes. De rien. Vous le méritez, a-t-elle dit. Maintenant, allez vivre votre vie.
Oubliez le passé et repartez à zéro. Je le ferai. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau et j'ai regardé le ciel. 5 ans de mariage venaient de prendre fin. Je pensais que je serais dévasté, mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais était un profond sentiment de libération. Ce soir-là, je suis sorti dîner avec quelques bons amis. Anna, félicitations pour ta liberté. A porté un toast ma meilleure amie Sarah. J'ai levé mon verre et je l'ai entrechoqué avec les leurs. Cette ordure a eu ce qu'il méritait, a dit une autre amie, Émilie, avec colère. Après tout ce que tu as fait pour lui, il t'a trahi comme ça. Laissons le passé au passé, ai-je dit avec un sourire. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même et ne plus perdre de temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. C'est vrai, a dit Sarah. À la nouvelle vie de Anna. Nous avons trinqué et bu. La vie après le divorce était différente de ce que j'avais imaginé. Je pensais que je serais triste, pleurant jusqu'à m'endormir chaque nuit. Mais en réalité, je me sentais libéré. Sans Marc, je n'avais plus à m'inquiéter de l'heure à laquelle il rentrerait, plus à marcher sur des œufs pour lui plaire, et plus à lui remettre l'intégralité de mon chèque de paie. J'ai redessiné ma vie. D'abord, j'ai complètement redécoré le condo, me débarrassant de tout ce qui me rappelait Marc. J'ai acheté de nouveaux meubles et peint les murs. L'endroit semblait frais et nouveau, tout comme ma vie. Deuxièmement, je me suis inscrite à un cours de yoga. J'y allais après le travail tous les jours, c'était excellent pour mon corps et mon esprit. J'ai aussi appris à cuisiner différentes cuisines. Quand Marc était là, je préparais toujours les plats réconfortants américains qu'il aimait. Maintenant, je pouvais cuisiner tout ce que je voulais manger. J'ai aussi commencé à voyager. J'ai fait un sac et je suis allé dans tous les endroits que j'avais toujours voulu voir mais pour lesquels je n'avais jamais eu l'occasion. J'ai rencontré des gens intéressants et entendu des histoires fascinantes. J'ai réalisé que le monde était tellement plus grand que mon mariage raté, avec tant d'autres choses valant la peine d'être poursuivies. 6 mois plus tard, la mère de Marc m'a trouvé. Anna, peux-tu s'il te plaît pardonner à Marc? Il sait qu'il a eu tort, a-t-elle dit en me tenant la main, les yeux rouges. J'ai doucement retiré ma main. Je suis désolé, Madame Evans. Je ne peux pas. Mais vous avez été mariés pendant 5 ans. Vous aviez un lien si profond. Comment peux-tu y mettre fin comme ça, a-t-elle plaidé. Une relation ne peut pas être maintenue par les efforts d'une seule personne, ai-je dit calmement. Marc m'a trompé. C'est un fait. Je ne peux pas lui pardonner. Il était juste confus pendant un moment. Il a été séduit par cette traînée, a-t-elle dit, agitée. Il a déjà rompu avec elle. Il veut revenir vers toi. J'ai ri froidement. Il a rompu avec elle? Est-ce parce que le tribunal l'a condamné à me payer et qu'il est maintenant fauché? Son visage a pâli. Je sais que vous souffrez et je sais que vous avez pitié de votre fils, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre ma position. Marc et moi sommes divorcés. Nous ne nous remettrons pas ensemble. S'il vous plaît, ne revenez plus me chercher. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Je pouvais l'entendre sangloter derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Je savais que j'étais froide, mais je ne le regrettais pas. J'avais donné sa chance à Marc, c'est lui qui l'avait gâché. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré un homme au travail nommé Ben Carter. C'était le nouveau responsable du département marketing, de quelques années mon aîné mûr, stable et très charmant. Nous avons fait connaissance à travers un projet professionnel. Il était très gentil avec moi, m'aidant souvent pour des questions liées au travail. Un jour, il m'a invité à dîner. Anna, j'ai entendu dire que tu es divorcée, a-t-il dit directement. J'ai été un peu prise au dépourvu mais j'ai hoché la tête. Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment, a-t-il demandé, me regardant droit dans les yeux. J'ai secoué la tête. Non. Alors est-ce que je peux avoir la chance de t'inviter, a-t-il dit sincèrement. Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je t'apprécie vraiment. J'aime ton indépendance, ta force, ta gentillesse. Je veux prendre soin de toi, te protéger et te donner un foyer chaleureux. J'ai regardé ses yeux sincères et j'ai senti un émoi dans mon cœur. Mais j'ai quand même secoué la tête. Je suis désolé, Ben. Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation pour le moment.
Je comprends, a-t-il dit. Alors j'attendrai. Peu importe le temps que cela prendra, j'attendrai. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis assise sur mon balcon en regardant les étoiles. Peut-être qu'un jour je croirai à nouveau en l'amour, mais pour l'instant, je voulais juste m'aimer moi-même. 1 an plus tard, le jugement du tribunal a été exécuté. Mark a payé les dommages et intérêts et m'a transféré l'équivalent en espèces de sa moitié de la propriété de Toronto. Avec l'argent du compte joint, j'avais maintenant près d'1 million de dollars d'économie. C'était plus qu'assez pour mener une vie confortable. J'ai utilisé une partie de l'argent pour ouvrir un petit café juste au bas de mon immeuble. Ce n'était pas grand, mais c'était confortable et accueillant. Chaque matin, je préparais du café pour mes clients. L'après-midi, je m'asseyais près de la fenêtre, je lisais un livre et je profitais du soleil. La vie est devenue simple et belle. Un jour, Sarah est venue dans mon café. « Anna, tu as l'air vraiment heureuse maintenant », a-t-elle dit. « Ah bon ?» J'ai souri. « Je le ressens aussi. »« Est-ce que tu le regrettes parfois ?» a-t-elle demandé soudainement. J'ai réfléchi un instant et j'ai secoué la tête. Aucun regret. Ce mariage m'a apporté beaucoup de douleur, mais il m'a aussi fait grandir. J'ai appris à me protéger, à ne pas faire confiance aveuglément et, surtout, à m'aimer moi-même. Est-ce que tu feras à nouveau confiance à l'amour? J'ai regardé la lumière du soleil filtrée par la fenêtre et j'ai souri. Oui, mais la prochaine fois, je serai plus prudente, plus rationnelle. Je ne m'oublierai plus jamais au nom de l'amour. Sarah a hoché la tête en signe d'approbation. Oui, j'avais changé. Je n'étais plus la fille naïve et facile à tromper. J'étais devenue une femme indépendante et forte qui savait ce qu'elle voulait. 2 ans plus tard, un après-midi, une silhouette familière est entrée dans mon café. C'était Mark. Il avait l'air hagard, avec des mèches grises dans les cheveux. Anna, a-t-il prononcé mon nom, la voix tremblante. Je l'ai regardé calmement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais m'excuser, a-t-il dit. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses terribles. Je t'ai blessé, a-t-il continué. Je le regrette tellement maintenant, mais je sais qu'il est trop tard. Je voulais juste te dire que je suis désolé. D'accord, je t'ai entendu, ai-je dit. Y a-t-il autre chose? Mark a été décontenancé. Il a secoué la tête. Alors, s'il te plaît, pars, ai-je dit en désignant la porte. Il m'a regardé, les yeux remplis d'amertume. Anna, est-ce que tu ne me hais vraiment pas du tout? J'ai réfléchi un instant. Je t'ai haï. Je te haïssais tellement que je voulais me venger. Mais je ne te hais plus. J'ai réalisé que haïr quelqu'un est épuisant. Tu n'en vaux pas la peine. Es-tu heureuse maintenant, a-t-il demandé. Très heureuse, j'ai souri. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été avec toi. Cette phrase fut comme un poignard dans son cœur. Il a eu un rire amer, s'est retourné et a quitté le café. En regardant son dos s'éloigner, j'ai soudain réalisé que l'homme que j'avais autrefois aimé si désespérément n'était plus qu'un étranger pour moi. Le temps est une chose merveilleuse, il guérit toutes les blessures. Maintenant, mes journées sont bien remplies et paisibles. Je me réveille, je pratique le yoga pendant 1 heure, puis je me prépare un petit déjeuner tranquille. À 9 heures, j'ouvre le café. Pour le déjeuner, je prépare quelque chose de simple comme des pâtes ou un sandwich. L'après-midi, si ce n'est pas trop chargé, je m'assieds près de la fenêtre et je lis. Je me suis récemment mise à la psychologie, et c'est fascinant. Le soir, je retrouve des amis pour dîner ou je regarde un film à la maison. Le week-end, je vais faire de la randonnée dans les parcs d'État voisins où je visite l'Institut d'art. La vie est calme, mais elle est belle. Plus important encore, je me suis retrouvé. Je n'ai besoin de dépendre de personne. Je peux vivre ma vie de manière indépendante et affronter le monde selon mes propres conditions. Il y a 6 mois, Ben m'a de nouveau invité à sortir. Anna, je t'ai attendu pendant 2 ans, a-t-il dit. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, et je ne te presse pas, mais je veux que tu saches que je suis toujours là à attendre. À ce moment-là, j'ai senti que je pouvais peut-être lui donner une chance. Ben, ai-je dit, je suis prête à essayer. Il était ravi et m'a serré fort dans ses bras.
J'ai souri. Mais je dois être honnête. Je ne suis pas sûr de t'aimer encore. Je suis juste prête à nous donner une chance. C'est assez. C'est plus qu'assez, a-t-il dit. Je te montrerai par mes actes que je suis digne de ton amour. Nous sommes ensemble depuis 3 mois maintenant. Il est merveilleux avec moi, doux, attentionné et solidaire. Il respecte mes opinions, soutient ma carrière et ne me pousse jamais à faire quoi que ce soit que je ne veuille pas faire. Être avec lui est confortable et libérateur. C'est peut-être à cela que l'amour véritable est censé ressembler, pas un tourbillon de passion, mais un courant régulier. Pas la possession, mais le respect. Pas l'enfermement, mais la liberté. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prête à essayer parce que je crois que tant que je m'aime assez, que je suis assez indépendante et assez forte, je ne serai plus blessée. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une vieille connaissance qui connaissait Marc. Il disait que Marc et Claire avaient rompu. Elle l'a quitté quand elle a découvert qu'il était fauché. Il est maintenant seul à Toronto, luttant pour joindre les deux bouts. Il demandait si je pouvais lui prêter de l'argent pour traverser cette période difficile. J'ai regardé le message et j'ai souri. J'ai répondu, je suis désolé. Je ne peux pas t'aider. Puis j'ai bloqué le numéro non pas parce que je suis sans cœur, mais parce que je sais que ses problèmes sont de son propre fait. Quand il m'a trahi, m'a menti et m'a blessé, a-t-il une seule fois tenu compte de mes sentiments? Maintenant qu'il est dans le besoin, il se souvient de moi. Désolé, je ne suis pas un bac de recyclage. Je ne suis pas là pour porter le bagage émotionnel de qui que ce soit. Je veux juste m'aimer et vivre ma vie. La semaine dernière, je suis allé à une réunion d'anciens élèves. Tout le monde prenait des nouvelles, certains avaient eu des promotions, d'autres avaient leur deuxième enfant, d'autres avaient divorcé. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, je suis divorcé. Je possède un café. J'ai un nouveau petit ami et je suis très heureuse. Tout le monde a été surpris et m'a félicité. Un camarade de classe a demandé, Anna, tu ne regrettes pas d'avoir divorcé? Après tout, tu as été mariée pendant 5 ans. J'ai secoué la tête. Aucun regret. Si je n'avais pas divorcé, j'aurais peut-être passé toute ma vie à vivre un mensonge. Le divorce a été douloureux, mais il m'a permis de me retrouver. Tu es si courageuse, a dit une autre camarade de classe. Beaucoup de femmes dans ta situation auraient simplement supporté cela pour le bien de la famille. Je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc le choix était plus facile, ai-je dit. Et je crois qu'une famille malheureuse est de toute façon plus dommageable pour un enfant. Tout le monde a hoché la tête en signe d'accord. Ce soir-là, j'ai un peu bu. Quand je suis rentré chez moi, je me suis tenu sur mon balcon en regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à moi il y a 3 ans, la femme qui voyait son mari partir à l'aéroport en pleurant. À l'époque, je pensais que mon monde s'écroulait. Mais me voilà maintenant, vivant mieux que jamais auparavant. J'ai prouvé qu'une femme n'a besoin de personne pour mener une vie merveilleuse. Aujourd'hui, une cliente spéciale est entrée dans le café. C'était une jeune fille, probablement au début de la vingtaine. Elle a commandé un latte et s'est assise dans un coin, pleurant silencieusement. Je me suis approché et j'ai demandé doucement, « Avez-vous besoin d'un mouchoir ?» Elle a levé les yeux, le regard rougi. « Merci. » Je lui ai tendu un mouchoir et je me suis assise en face d'elle. « Si cela ne vous dérange pas, aimeriez-vous en parler ?» Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête. Il s'est avéré qu'elle venait de découvrir que son petit ami la trompait. Elle ne savait pas quoi faire et lui pardonner ou rompre. Il a dit que c'était une erreur unique, qu'il m'aime toujours, a dit la jeune fille. Mais je me sens si blessée, si confuse. En la regardant, je me suis souvenu de moi il y a 3 ans. Écoute-moi, ai-je dit sincèrement. Il n'y a pas de juste une fois quand il s'agit de tromperie. C'est soit 0 fois, soit d'innombrables fois. Si tu lui pardonnes cette fois, il recommencera. Et quelqu'un qui t'aime vraiment ne te ferait jamais de mal comme ça. Mais nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je ne veux pas tout gâcher, a pleuré la jeune fille. 3 ans, c'est long, ai-je dit. Mais si cette relation te cause de la douleur, elle ne vaut pas la peine d'être conservée. Tu dois apprendre à t'aimer, à te respecter. Ne gâche pas ta jeunesse pour quelqu'un qui ne le mérite pas. La fille m'a regardé, les larmes brillant dans ses yeux. Vous avez raison. Je sais ce que je dois faire.
J'ai souri. C'est bien. Tu rencontreras quelqu'un de mieux. En la regardant partir, j'ai soudain senti que mon expérience pouvait aider les autres. C'est peut-être là le sens de la douleur, elle nous fait grandir, et elle nous permet d'aider les autres à grandir aussi. 3 mois plus tard, un soir, j'étais en train de fermer la caisse du café quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, et une voix de femme a dit « Est-ce que je parle bien à mademoiselle Anna Miller ?»« Oui, c'est moi. » Ici l'officier chef du service de police de Toronto, a-t-elle déclaré. Nous devons vous informer d'une situation concernant votre ex-mari, Monsieur Mark Evans. Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Evans a été arrêté pour fraude à l'investissement et détournement de fonds, a dit l'officier. Selon notre enquête, il gérait une pyramide de Ponzi depuis plusieurs années avec un montant total impliqué dépassant les 20 millions de dollars canadiens. J'étais stupéfaite. De plus, l'officier a poursuivi, avant son arrestation, il a laissé une lettre à vous remettre. Dans cette lettre, il déclare qu'une partie de l'argent qu'il a utilisé pour acheter la propriété au Canada provenait de ses fonds illégaux. La couronne saisit actuellement ses actifs, ce qui pourrait vous impliquer. Ma main tenant le téléphone s'est mise à trembler. De plus, l'officier a marqué une pause. Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous avait jamais aimé, qu'il ne vous avait épousé que pour. La voix à l'autre bout du fil continuait de parler, mais je ne l'entendais plus. J'ai regardé l'écran de mon téléphone et j'ai vu un autre appel arriver. L'identifiant indiquait Ben. J'ai hésité une seconde, j'ai dit à l'officier « Je comprends », et j'ai raccroché. Mais juste au moment où j'allais répondre à l'appel de Ben, la porte du café s'est ouverte brusquement. Un homme inconnu s'est précipité à l'intérieur et m'a fixé. J'ai regardé l'inconnu devant moi, me forçant à rester calme. Les quelques clients restants dans la boutique ont été effrayés par cette intrusion soudaine. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous », ai-je dit d'une voix aussi ferme que possible. Mark et moi sommes divorcés. Ces dettes ne sont pas ma responsabilité. Pas votre responsabilité? L'homme a ricané. Vous étiez sa femme. Vous ne connaissez pas les dettes matrimoniales? Mark me doit 5 millions de dollars. Vous devez les rembourser. J'ai besoin de voir une reconnaissance de dette, ai-je dit. Et la preuve que cette dette a été contractée pendant notre mariage et qu'elle a été utilisée pour nos dépenses de vie commune. Sinon, je n'ai aucune obligation de rembourser cette dette. L'homme a été décontenancé, ne s'attendant visiblement pas à cette réponse. Juste à ce moment-là, Ben est arrivé en courant. Il avait dû s'inquiéter quand je n'avais pas répondu à son appel. « Anna, ça va ?» a-t-il dit, se plaçant devant moi pour me protéger de l'homme. « Monsieur, quel que soit le problème, nous pouvons en discuter calmement. »« Qui êtes-vous » a demandé l'homme d'un air méfiant. « Je suis le petit ami d'Anna » a dit Ben. « Concernant la dette dont vous parlez, nous pouvons la résoudre par les voies légales. Si vous continuez à faire une scène, j'appellerai la police. » L'homme nous a regardés, puis a regardé les autres clients dans la boutique. Finalement, il a grogné. « Très bien, on se verra au tribunal. » Il a tourné les talons et est parti. Ben a fermé la porte et m'a entouré de ses bras. Tu as dû être terrifié. Je me suis blotti contre lui, le cœur battant à tout rompre. J'avais montré un visage courageux, mais j'avais en fait très peur. Je suis si contente que tu sois là, ai-je chuchoté. Ma chérie. Je t'avais dit que je te protégerais, a-t-il dit en me tapotant doucement le dos. C'était quoi cette histoire de dette? Je lui ai parlé du coup de téléphone de la police. Après m'avoir écouté, Ben a froncé les sourcils. Ce salaud de Mark. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je n'en avais aucune idée, ai-je soupiré. Je pensais qu'après le divorce, j'en aurais fini avec lui. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ne t'inquiète pas, a dit Ben. J'irai avec toi voir ton avocate demain. Tu es divorcé, et vos biens ont été légalement partagés. Ses activités criminelles et ses dettes au Canada n'ont rien à voir avec toi. J'ai hoché la tête, mais un sentiment de malaise persistait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles de l'officier de police résonnaient dans mon esprit. Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous avait jamais aimé, qu'il ne vous avait épousé que pour... Pourquoi? Pour voler mon argent? Ou y avait-il un autre motif?
J'ai soudain réalisé que depuis le tout début, je n'avais peut-être été qu'un pion dans son jeu élaboré. Le lendemain, Ben m'a accompagné voir Mademoiselle Davis. Après avoir entendu toute l'histoire, elle a poussé un soupir de soulagement. Mademoiselle Miller, vous n'avez pas à trop vous inquiéter. Premièrement, vous et Monsieur Evans êtes divorcés et vos biens ont été légalement partagés. Deuxièmement, selon le droit matrimonial, toute dette contractée par un conjoint en son nom propre qui n'est pas destinée aux besoins quotidiens de la famille n'est pas considérée comme une dette matrimoniale conjointe. À moins que le créancier ne puisse prouver que la dette a été utilisée pour la vie commune, une entreprise commune, ou qu'elle était basée sur le consentement mutuel des deux conjoints. Et pour les 5 millions de dollars que cet homme a mentionnés, ai-je demandé. Il doit fournir la preuve que la dette a été contractée pendant votre mariage et qu'elle a été utilisée pour votre vie commune, a dit Mademoiselle Davis. D'après sa réaction, il ne peut probablement pas produire une telle preuve. Et qu'en est-il de ce que la police a dit? Qu'une partie de l'argent que Mark a utilisé pour acheter le condo au Canada provenait de ses activités illégales. Cette propriété a déjà été partagée lors du règlement du divorce, la moitié vous ayant été attribuée. C'est exact? A dit Mademoiselle Davis, en examinant le jugement précédent. Si la police veut le saisir, elle doit prouver que vous étiez au courant de ces activités illégales et que vous y avez participé. Sinon, en tant que tiers de bonne foi, votre part de la propriété est protégée par la loi. En entendant cela, j'ai enfin ressenti un soulagement. Mais Mademoiselle Davis a ajouté, cependant, vous devez tout de même être prête. L'affaire de Monsieur Evans est assez grave, et il se peut que d'autres créanciers viennent vous chercher. Je vous suggère de conserver tous vos documents, y compris le jugement de divorce et l'accord de partage des biens. Si quelqu'un vous harcèle, appelez immédiatement la police. J'ai hoché la tête. Je comprends. Merci, Mademoiselle Davis. En sortant du cabinet d'avocat, Ben m'a tenu la main. N'aie pas peur. Je suis là. Je l'ai regardé, une vague de chaleur m'envahissant. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres personnes se sont présentées à ma porte, prétendant être des créanciers de Mark. Certains avaient des reconnaissances de dettes, d'autres des relevés de virements bancaires. Tous disaient que Mark leur devait de l'argent et exigeaient que je paie. Suivant les conseils de Mademoiselle Davis, j'ai demandé à chacun d'entre eux de fournir la preuve que la dette avait été contractée pendant notre mariage et utilisée pour notre vie commune. Pas un seul n'a pu le faire. La plupart des prêts avaient été consentis après notre divorce, et certaines reconnaissances de dette étaient manifestement des faux. J'ai tout documenté et j'ai tout remis à Mademoiselle Davis pour qu'elle s'en occupe. Mais ces ennuis ont tout de même pesé sur ma vie. Les affaires du café en ont souffert parce que les gens venaient sans cesse faire des scènes et les clients étaient effrayés. Mon moral a chuté et j'étais constamment sur les nerfs, m'inquiétant du prochain problème qui pourrait survenir. Ben voyait ma détresse et avait le cœur brisé. Anna, pourquoi ne pas déplacer le café dans un nouvel endroit, a-t-il suggéré. Ou peut-être le fermer pendant un certain temps, faire une pause, et rouvrir une fois que tout cela sera passé. J'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas laisser le désordre de Mark gâcher ma vie. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Je ne peux pas abandonner. Il m'a déjà blessé une fois. Je ne le laisserai pas détruire ce que j'ai maintenant. Ben m'a regardé, les yeux pleins d'admiration. D'accord, je te soutiens, mais tu dois me promettre que si tu rencontres un problème que tu ne peux pas gérer, tu me le diras. Je te le promets. Un mois plus tard, il y a enfin eu une avancée. Des nouvelles sont arrivées de la police canadienne. Le cas de Mark était clair. Il était bel et bien coupable de fraude à l'investissement et de détournement de fonds à grande échelle et ferait face à de lourdes sanctions pénales. La police a également confirmé que je n'étais pas au courant de ses activités illégales et que j'étais, en fait, l'une de ses victimes. Par conséquent, les biens qui m'avaient été attribués lors du règlement du divorce ne seraient pas saisis. En apprenant cette nouvelle, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Mademoiselle Davis a également résolu les problèmes avec les créanciers. Par le biais de procédures judiciaires, toutes les dettes ont été confirmées comme étant des dettes personnelles de Mark et n'avaient rien à voir avec moi. Petit à petit, les fauteurs de troubles ont cessé de venir et l'activité au café est redevenue normale. Ma vie reprenait enfin son cours. Mais je savais que cette expérience m'avait appris une leçon profonde. Je pensais qu'un divorce serait une rupture nette, mais le passé d'une personne trouve toujours des moyens d'affecter son présent.
Je devais être plus prudente, plus vigilante dans ma vie. Ce soir-là, la police de Toronto m'a rappelé. Mademoiselle Miller, Monsieur Evans aimerait vous dire quelque chose. Êtes-vous prête à l'écouter? J'ai hésité un instant. D'accord. La voix de Marc est arrivée sur la ligne, faible et fragile. Anna. Continue. Je t'écoute, ai-je dit calmement. Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais que je t'ai fait du tort. J'ai fait tellement de choses terribles. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. La vérité est que je t'ai épousée avec une arrière-pensée dès le début, la voix de Marc était remplie de regrets. J'ai vu à quel point tu étais naïve et gentille, et j'ai vu tes revenus stables. Je voulais t'utiliser et prendre ton argent pour mes investissements, pour mes affaires. Mon cœur a eu l'impression d'être piqué par une aiguille. Je m'en doutais, mais l'entendre l'avouer faisait toujours mal. Je pensais que je pourrais réussir, a-t-il dit. Je pensais que je pourrais gagner beaucoup d'argent et ensuite t'offrir une vie meilleure. Mais je me suis trompé. J'ai été trop gourmand. Je n'aurais pas dû m'impliquer dans des collectes de fonds illégales. Je n'aurais pas dû tromper autant de gens. Et qu'en est-il de Claire, ai-je demandé. Claire? Elle a été une victime elle aussi, a dit Marc avec un rire amer. Elle pensait que j'étais riche. Elle était avec moi pour l'argent. Quand elle a découvert que j'étais un fraudeur, elle est partie. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Anna, je sais que dire pardon est inutile maintenant, a dit Marc. Je voulais juste te dire que pendant nos 5 années ensemble, même si j'ai commencé avec un motif caché, plus tard, je t'ai vraiment aimé. Mais j'étais trop cupide, trop stupide, et j'ai tout détruit. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit calmement, Marc, tu sais ce que je déteste le plus? Ce n'est pas que tu m'aies volé mon argent. C'est que tu aies joué avec mes sentiments. Pendant 5 ans, je t'ai traité comme la personne la plus importante de ma vie. J'avais confiance en toi, je dépendais de toi, je t'aimais. Et toi? Tu m'as traité comme un outil, un pion à utiliser. Je sais. Sa voix était pleine de douleur. Mais je dois aussi te remercier, ai-je dit. Merci de m'avoir montré ton vrai visage, de m'avoir permis de limiter les dégâts à temps. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais peut-être passé toute ma vie en étant cette fille naïve et facile à tromper. Anna. C'est la dernière fois que nous nous parlons, les jeux coupés. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. J'espère que tu réfléchiras à tes actes en prison et que tu deviendras une personne meilleure. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Après l'appel, je suis resté assise sur le canapé, hébété. Ben est venu s'asseoir à côté de moi. Tu es encore triste? J'ai secoué la tête. Pas triste, juste un peu pleine de regrets. Des regrets sur quoi? Des regrets pour ces 5 années. Des regrets d'avoir aimé quelqu'un d'aussi indigne, ai-je dit. Mais je ne regrette pas l'expérience. Elle m'a fait grandir. Elle m'a rendue plus forte. Ben m'a pris la main. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Anna? C'est ta résilience. Tu as traversé tant de douleurs, mais tu n'as pas laissé cela te briser. Au contraire, tu es devenue plus indépendante, plus courageuse. Je l'ai regardé, une vague de chaleur se propageant dans mon cœur. Ben, merci d'avoir été à mes côtés à travers tout ça, ai-je dit. Je ne pense pas que j'aurais pu traverser cela sans toi. Ma chérie. Nous sommes un couple. C'est pour ça que je suis là, a-t-il dit. Et c'est moi qui devrais te remercier de me donner la chance de prendre soin de toi, de t'aimer. Cette nuit-là, nous avons parlé longtemps. Nous avons parlé du passé, du présent et de l'avenir. Ben a dit qu'il voulait m'épouser, me donner un foyer. Je lui ai dit que j'étais prête, mais que j'avais besoin de temps. J'avais besoin d'être sûr qu'il m'aimait vraiment, et pas seulement par pitié ou par désir de me sauver. Il a dit qu'il comprenait et qu'il attendrait le temps qu'il faudrait. À ce moment-là, j'ai enfin compris ce qu'était le véritable amour. Ce n'est pas une tempête passionnée, mais un courant régulier et doux. Ce n'est pas une question de possession et de contrôle, mais de respect et de compréhension. Ce n'est pas exiger que quelqu'un change pour vous, mais l'accepter tel qu'il est. 6 mois plus tard, les affaires au café étaient florissantes. J'ai embauché 2 employés, une jeune diplômée nommée Chloé et une femme d'une 40aine d'années nommée Maria.
Chloé apprenait vite, et Maria travaillait dur et gardait la boutique impeccable. Avec leur aide, ma vie est devenue beaucoup plus facile. J'ai commencé à avoir plus de temps pour moi. Je me suis inscrite à un cours de photographie et j'ai découvert la joie de capturer la vie à travers un objectif. J'ai aussi commencé à écrire. J'ai écrit sur mes expériences et j'ai envoyé mes textes à plusieurs magazines de mode de vie. À ma grande surprise, quelques-uns de mes articles ont été publiés et j'ai reçu de nombreuses lettres de lectrices. Beaucoup d'entre elles avaient vécu des expériences similaires, blessées dans leur mariage et ne sachant que faire. J'ai répondu à chaque lettre, en les encourageant à être courageuses, à faire leur propre choix. Je leur ai dit qu'une femme n'a besoin de personne pour mener une vie merveilleuse. Je leur ai dit que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec mais une renaissance. Je leur ai dit que pour trouver le vrai bonheur, il faut d'abord apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même. L'hiver dernier, Ben m'a demandé en mariage. Il m'a emmené me promener sur la plage. L'hiver à Chicago était froid, le vent mordant, mais mon cœur était chaud. Nous marchions le long du rivage, nos empreintes apparaissant et disparaissant au gré des vagues. Anna. Ben s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé avec curiosité. Il a posé un genou à terre, a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte pour révéler une bague en diamant. Anna Miller, veux-tu m'épouser ? A-t-il demandé, en me regardant dans les yeux. Je sais que tu as traversé un mariage douloureux, et je sais que tu as peur. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas Marc. Je passerai toute ma vie à t'aimer, à te protéger et à te rendre heureuse. Je ne te mentirai jamais, je ne te trahirai jamais, je ne te blesserai jamais. Je veux juste parcourir le reste de ma vie avec toi. Je l'ai regardé, les larmes coulant sur mon visage. Ben, me suis-je étranglé. Si tu n'es pas prête, je peux attendre, a-t-il dit. Peu importe combien de temps, j'attendrai. J'ai secoué la tête et j'ai souri à travers mes larmes. Pas besoin d'attendre. Je suis prête. Il s'est levé avec enthousiasme, a glissé la bague à mon doigt et m'a serré fort dans ses bras. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient contre le rivage. Mais nous nous tenions l'un contre l'autre comme deux arbres entrelacés, pour ne plus jamais être séparés. Notre mariage a été simple. Nous n'avons invité que notre famille et nos amis les plus proches. Pas de lieu somptueux, pas de robe coûteuse, juste les vœux les plus sincères. Ma mère me tenait la main, les yeux remplis de larmes. Anna, je suis si heureuse de te voir enfin heureuse. Je suis heureuse, maman. J'ai souri. Ben est un homme bon. Tu dois le chérir, a dit ma mère. Je le ferai. Au mariage, Ben m'a dit, Anna, merci de m'avoir épousée. Je te promets que je passerai toute ma vie à t'aimer et à faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je l'ai regardé, le cœur plein d'amour. Je savais que cette fois, j'avais fait le bon choix. La vie de mariée est paisible et heureuse. Ben est attentionné et prévenant. Il me fait un massage quand je suis fatigué, prépare le dîner quand je suis occupé, et me fait rire quand je me sens triste. Il respecte ma carrière et soutient mes rêves. Il ne m'a jamais demandé de renoncer au café pour être une femme au foyer, en fait, il vient souvent m'aider. Nous gérons le café ensemble, et nous planifions notre avenir ensemble. Ce printemps, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais à la fois excitée et nerveuse, l'excitée d'avoir enfin un enfant à moi et nerveuse à l'idée de savoir si je pourrais être une bonne mère. Ben était encore plus excité que moi. Il se promenait avec moi tous les jours, préparait des repas nutritifs et avait acheté une pile de livres sur la parentalité pour les étudier. Anna, à qui penses-tu que le bébé ressemblera ? Demandait-il. Bien sûr, il te ressemblera, riais-je. J'espère que c'est un garçon, beau comme toi. J'espère que c'est une fille, belle comme toi, disait-il. Nous rêvions de notre avenir, de notre petite famille. La grossesse a été difficile, mais j'étais heureuse. Je savais que cet enfant avait été conçu dans l'amour, un symbole de mon amour avec Ben. Au cours de mon 5e mois de grossesse, j'ai reçu une lettre spéciale. Elle venait de la mère de Marc. Dans la lettre, elle m'a présenté ses excuses. Elle disait qu'elle était désolée de ne pas avoir bien élevé son fils, de m'avoir causé tant de douleur. Elle disait aussi que Marc se comportait bien en prison et travaillait dur pour se réformer.
Elle a dit qu'il voulait qu'elle me dise qu'il me souhaitait sincèrement du bonheur. En lisant la lettre, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Je ne détestais pas sa mère. Elle aussi était une victime. Elle avait élevé un fils sans jamais s'attendre à ce qu'il s'engage sur une voie aussi sombre. Je lui ai répondu en lui disant que j'avais tout pardonné, que j'étais très heureuse maintenant et qu'elle ne devait pas s'en vouloir. Je lui ai aussi dit que tout le monde fait des erreurs et que l'important est d'en tirer des leçons. J'espérais que Marc réfléchirait à ses actes en prison et commencerait une nouvelle vie à sa sortie. Après avoir écrit cette lettre, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. J'avais enfin lâché prise sur le passé. J'avais vraiment pardonné à Marc, et je m'étais pardonné à moi-même. L'automne dernier, notre bébé est né une magnifique petite fille. Nous l'avons nommée Clara. Je veux qu'elle grandisse dans un monde d'amour et qu'elle ait une vie paisible et heureuse. En regardant ma fille dans mes bras, j'ai pensé à la fille que j'étais autrefois, naïve et facile à tromper. J'ai dû traverser tant de douleurs pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je partagerai mes expériences avec ma fille. Je lui apprendrai à se protéger, à s'aimer, à distinguer le bien du mal. Je lui ferai savoir qu'une femme peut être douce mais pas faible, gentille mais pas stupide, aimante mais qu'elle doit d'abord s'aimer elle-même. Aujourd'hui, ma vie est pleine et heureuse. Je me réveille, je m'occupe de ma fille, je la nourris, je la change et je joue avec elle. Quand elle dort, je vais au café pour aider. Même avec un enfant, je n'ai pas renoncé à ma carrière. Ben me soutient énormément. Il dit toujours qu'une femme ne devrait pas avoir à renoncer à ses rêves juste parce qu'elle se marie et a des enfants. L'après-midi, j'emmène Clara au parc. Le soir, nous dînons tous les trois ensemble et parlons de notre journée. Cette vie tranquille est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Le mois dernier, le café a organisé un événement spécial. J'ai invité des femmes qui avaient vécu des expériences similaires à partager leurs histoires. Certaines étaient récemment divorcées et luttaient encore contre la douleur. Certaines hésitaient encore, ne sachant pas si elles devaient quitter leur mariage, et d'autres avaient déjà tourné la page et commencé une nouvelle vie. J'ai partagé mon histoire. Je leur ai dit que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec, mais une renaissance. Je sais que c'est douloureux. Je sais que vous êtes perdu en ce moment, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, croyez-moi, la douleur est temporaire. Si vous faites ce pas courageux, vous trouverez un monde merveilleux qui vous attend. Mais j'ai peur, a dit une jeune femme. J'ai peur d'être seule. Être seul vaut mieux qu'être dans un mariage malheureux, ai-je dit. Et qui a dit que divorcer signifiait être seul? Vous pouvez avoir vos amis, votre carrière, votre propre vie, et vous pouvez retrouver l'amour avec quelqu'un qui vous aime vraiment. Êtes-vous heureuse maintenant? A demandé une autre femme. J'ai regardé vers Ben, qui se tenait près de la porte en tenant notre fille et en me souriant. Très heureuse, ai-je dit avec un sourire. Plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Après l'événement, de nombreuses personnes sont venues me remercier. Elles ont dit que mon histoire leur avait donné le courage de faire face à leur propre vie. Elles ont dit que je leur avais donné de l'espoir, que je leur avais fait croire qu'une femme peut mener une vie merveilleuse sans dépendre de personne. J'étais heureuse que mon expérience puisse aider les autres. C'est peut-être là le sens de la douleur, elle nous fait grandir, et elle nous permet d'aider les autres à grandir. Cette année marque le 5e anniversaire de mi divorce. Au cours de ces 5 années, j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis passé d'une femme dépendante à une femme indépendante et forte. Je suis passé d'une victime brisée à un guide pour les autres. Je me suis transformé d'une divorcée sans espoir en une épouse et une mère au sein d'une famille heureuse. Et tout cela grâce à cette seule décision courageuse que j'ai prise. Si je n'avais pas transféré l'argent de manière décisive et demandé le divorce après avoir accompagné Marc à l'aéroport, je vivrais peut-être encore dans le mensonge, attendant un homme qui ne reviendrait jamais. La semaine dernière, j'ai assisté à un séminaire sur l'indépendance et la croissance des femmes. L'intervenante était une auteure célèbre qui a partagé de nombreuses histoires d'émancipation féminine. En l'écoutant, je me suis senti profondément ému. J'ai levé la main pour parler. J'aimerais partager mon histoire, ai-je dit. Il y a 5 ans, j'ai divorcé. À l'époque, tout le monde disait que j'étais stupide, impulsive, et que je le regretterais. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux dire fièrement que je n'ai aucun regret. Divorcer a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le public a applaudi.
Le divorce m'a permis de me retrouver, ai-je continué. Dans mon mariage, je m'étais perdu, mes rêves, ma capacité à penser de manière indépendante. J'avais tout donné à mon mari, pensant que c'était cela l'amour. Mais j'ai appris qu'un amour où l'on se perd n'a pas de fondement. Je veux donc dire à toutes les femmes présentes, que vous soyez célibataire, en couple ou marié, n'oubliez jamais de ne pas vous perdre. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous devez d'abord vous aimer vous-même. Vous pouvez donner à quelqu'un, mais ne perdez jamais votre identité. Car ce n'est que lorsque vous êtes forte et indépendante que vous pouvez trouver le vrai bonheur. La salle a éclaté en une nouvelle salve d'applaudissements. Après le séminaire, de nombreuses personnes sont venues vers moi, voulant en savoir plus sur mon histoire. J'étais heureuse de partager. J'espère que mon expérience pourra aider davantage de femmes à apprendre à s'aimer, à se respecter et à se protéger. Hier soir, ma fille a dit « Maman » pour la première fois. J'ai pleuré de joie. Je l'ai serrée contre moi et j'ai murmuré dans mon cœur « Mon bébé, maman t'aimera et te protégera toujours. Je t'élèverai dans un monde d'amour, et tu grandiras pour devenir une fille indépendante, forte et gentille. » Ben s'est approché et nous a entourés de ses bras. Nous la protégerons ensemble. Je me suis appuyé contre son épaule, regardant ma fille dans mes bras, le cœur débordant de bonheur. C'est la vie que j'ai toujours voulu. Un mari aimant, une fille magnifique, ma propre carrière et mes propres amis. Je n'ai plus besoin de dépendre de personne. Je peux vivre ma vie de manière indépendante et affronter le monde selon mes propres conditions. Cette histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. À bientôt pour la prochaine histoire.